All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Okay, merci. Are you hearing me now? Vous m'entendez maintenant? Oui, nous vous entendons très bien, Madame la juge. Merci beaucoup. Madame la greffière, est-ce que vous pouvez annoncer l'audience pour laquelle nous sommes ici? La greffière d'audience. Bonjour, Madame la juge. La situation en République du Kenya dans l'affaire Le Procureur contre Paul Guichero et Philippe Kipkoech Bet. Référence de l'affaire ICC 0109-0115 et nous sommes en audience publique. Merci beaucoup, Madame la greffière. Je me présente, je suis Madame la juge Reine Adélaïde Sophie à la Pinigansou. Et donc, par décision du 2 novembre 2020, la présidente de la section préliminaire a formé une chambre préliminaire composée d'un juge pour la section préliminaire pour exercer les fonctions de la chambre préliminaire dans cette affaire. Cette affaire qui nous réunit ici, et ceci conformément à la règle 165-2 du règlement de procédure et de preuve tel que modifié le 10 février 2016 et de la norme 66 bis du règlement de la Cour. J'ai été donc désignée à cette fin et je suis assistée dans ma tâche par Monsieur Zeider Bruno, membre de l'équipe des juristes de la Chambre préliminaire, et Madame Gary Annabelle. Je vous souhaite donc à tous et à chacun la bienvenue et je pense que nous allons atteindre les objectifs fixés au titre de cette audience de première comparution. Mais avant toute chose, je souhaiterais m'assurer que M. Guichero, que vous parlez et comprenez parfaitement l'anglais et que de ce fait, vous pourrez suivre cette audience au moyen de l'interprétation qui vous est donnée en langue anglaise. Thank you, Lady Judge. Monsieur Guichero, merci, Madame la juge. I speak the English language. Je parle effectivement l'anglais. Donc, vous pourrez suivre l'audience en anglais. Vous pouvez bien suivre l'interprétation qui vous est offerte. Yes, I can. Guichero, oui, tout à fait. Je vous remercie, Monsieur Guichero. Je vais maintenant demander aux parties de remplir aussi les formalités d'usage et de se présenter, en commençant par le bureau du procureur. Mais avant cela, j'aimerais demander à tous et à chacun de parler lentement et de marquer des pauses avant de répondre aux questions qui seront éventuellement posées. Ceci permettra aux interprètes d'effectuer leur travail avec efficacité.
Donc, monsieur le représentant du bureau du procureur, puis-je à présent vous demander de vous présenter et de présenter les membres de votre équipe? Le procureur. Bonjour, Madame la juge. Je suis Anton Steinberg, premier substitut du procureur, et je représente aujourd'hui la procureure. Je suis accompagnée de la gestionnaire chargée du dossier, Madame Ramou Bitaï, du substitut du procureur Inbal Jalovski et d'une autre substitut du procureur, Madame Alice Zago. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le représentant de madame le procureur. Est-ce que je peux maintenant m'adresser directement à monsieur Guichero, parce que j'ai cru comprendre que vous avez souhaité vous représenter vous-même à cette audience-ci. Et si tel est le cas, vous voudrez bien le confirmer et confirmer encore que vous voulez vous présenter aujourd'hui sans conseil parce que vous l'avez souhaité ainsi. Vous avez la parole, monsieur Guichero. Monsieur Guichero. Madame la juge, je souhaite confirmer que le 6 novembre, à savoir aujourd'hui, j'ai signé une renonciation d'assistance juridique qui se limite à la comparution initiale. Donc, durant cette comparution initiale, je me représente tout seul. C'est ce que nous avons entendu dire et nous sommes heureuses du fait que vous l'ayez confirmé ainsi. De toutes les façons, votre droit vous est réservé à tout moment. Maintenant, est-ce que vous pouvez vous présenter, monsieur Guichero, selon les formalités d'usage? Vous indiquerez vos noms, prénoms, date, lieu de naissance et votre nationalité. Monsieur Guichero, Madame la juge, je m'appelle Paul Guichero. Je suis né le 28 novembre 1972 dans le district de Nandi, en République du Kenya. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur Guichero. Je voudrais commencer cette audience en précisant qu'il est utile de clarifier la nature et la portée de cette audience. Il est important de rappeler qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'un procès ni d'une audience de confirmation de charge. Il n'y aura pas non plus de questions touchant à la culpabilité ou à l'innocence de M. Guichero. À cet égard, je voudrais présenter rapidement le déroulé de l'audience. Cette audience sera conduite sur 4 points essentiels. Le premier point sera lié aux vérifications d'usage et ceci au terme de certaines dispositions du statut de Rome. Et ensuite, nous allons revoir un peu les droits qui sont ceux du suspect, M. Guichero. Et par la suite, ces droits vont certainement inclure son droit à une demande de mise en liberté provisoire. Et après cela, nous allons aborder les questions liées à la procédure du dépôt du document contenant les charges, donc, et de voir dans quelle mesure nous pouvons tenir ou non une audience de confirmation de charges. Et par la suite, nous allons aborder la question de la disjonction de l'affaire ici, dans la mesure où M. Guichero, selon le mandat d'arrêt qui est en train d'avoir cours, était avec un autre suspect qui n'est pas là aujourd'hui.
Et donc, je vais rapidement aborder le premier point lié aux vérifications d'usage, c'est-à-dire l'identité, votre identité. Et je crois qu'à cet égard, vous vous êtes déjà présenté. Et si c'est bien ce que vous voulez que nous retenions. Et ensuite, je vais vous demander, Monsieur Guichérou, comme cela est exigé par l'article 60 du statut de Rome, si vous avez été bien informé des faits qui sont mis à votre charge et en l'espèce des faits d'atteinte à l'administration de la justice tels que définis et énumérés dans l'article 70 du statut de Rome. Et donc, je vais demander, pour que vous ayez une idée exacte de ce qui vous est reproché, je demanderai à Madame la greffière de lire un peu, de nous énumérer les atteintes à l'administration de la justice qui vous sont imputées et dans le mandat d'arrêt qui a été délivré par la Chambre préliminaire 2 le 10 mars 2015. Madame la greffière, vous pouvez déjà nous énumérer ces atteintes-là. La greffière d'audience. Merci, Madame la juge. Chef 1. Subornation de témoins. Article 70.1 petit c du statut qui doit être lu en conjonction avec les articles 25.3 petit a ou à titre subsidiaire 25.3 b du statut. Paul Guichérou est pénalement responsable au sens de l'article 25.3 petit a en tant co-auteur direct ou à titre subsidiaire au sens de l'article 25.3 petit b de solliciter et ou d'encourager le crime de subornation de témoins en payant au témoin P397 1 million de shillings kenyans et en offrant de payer 5 millions de shillings kenyans au témoin, et ce afin d'influencer le témoin pour qu'il ne témoigne pas à charge. Crime commis entre le mois d'avril 2013 et le mois de janvier 2014 à Eldoret au Kenya. Chef 2. Subornation de témoins. L'article 70.1 petit c du statut qui doit être lu en conjonction avec les articles 25.3 petit a ou à titre subsidiaire 25.3 b du statut. Paul Guichérou est pénalement responsable au sens de l'article 25.3 a en tant que co-auteur direct ou à titre subsidiaire au sens de l'article 25.3 b de solliciter et ou d'encourager le crime de subornation de témoins en offrant ou en payant au témoin P516 un pot de vin d'au moins 500 000 shillings kenyans afin d'influencer le témoin pour qu'il ne témoigne pas à charge. Crime qui fut commis entre ou au mois d'avril et mai 2013 à Eldoret au Kenya. Chef 3. Subornation de témoins. L'article 70.1c du statut, lu en conjonction avec les articles 25.3a ou à titre subsidiaire avec l'article 25.3b du statut. Paul Guichérou est pénalement responsable au sens de l'article 25.3a en tant que co-auteur direct ou à titre subsidiaire au sens de l'article 25.3b d'avoir sollicité et ou encouragé le crime de subornation d'un témoin en offrant de payer
au témoin P613 un pot de vin et de l'avoir encouragé par le biais d'une offre de travail afin d'influencer le témoin pour qu'il ne témoigne pas à charge, crime commis entre le mois d'avril et le mois de septembre 2013 et entre autres à Eldoret au Kenya. Chef 4. Subornation de témoins. L'article 70.1c du statut, lu en conjonction avec les articles 25.3a ou à titre subsidiaire 25.3b du statut. Paul Guichero est pénalement responsable au sens de l'article 25.3a en tant que co-auteur direct ou à titre subsidiaire au sens de l'article 25.3b d'avoir sollicité et ou encouragé le crime de subornation d'un témoin en offrant de verser au témoin P800 un pot de vin dont la somme est comprise entre 1,5 million et 2,5 millions de shillings kenyans, et ce afin d'influencer le témoin pour qu'il ne témoigne pas à charge, crime commis en juillet 2013 ou aux environs du mois de juillet 2013 et entre autres au Kenya. Chef 5. Subornation de témoins. L'article 70.1c du statut, lu en conjonction avec les articles 25.3a ou à titre subsidiaire 25.3b du statut. Paul Guichero est pénalement responsable au sens de l'article 25.3a en tant que co-auteur direct ou à titre subsidiaire au sens de l'article 25.3b d'avoir sollicité et ou encouragé le crime de subornation d'un témoin en offrant au témoin P495 le paiement d'un pot de vin de 2,5 millions de shillings kenyans ainsi qu'un encouragement par le biais d'une offre de travail en échange du retrait du témoin sur la liste des témoins à charge, crime commis en septembre 2013 ou aux environs du mois de septembre 2013 au Kenya. Chef 6. Subornation de témoins. L'article 70.1c du statut, lu en conjonction avec les articles 25.3a ou à titre subsidiaire 25.3b du statut. Paul Guichero est pénalement responsable au sens de l'article 25.3a en tant que co-auteur direct ou à titre subsidiaire au sens de l'article 25.3b d'avoir sollicité et ou encouragé le crime de subornation d'un témoin en offrant au témoin P536 le paiement d'un pot de vin d'au moins 1 million de shillings kenyans ou au moins 1,4 million de shillings kenyans, et ce en échange du retrait du témoin sur la liste des témoins à charge, crime commis entre le mois de mai et août 2013. Merci, Madame la juge. Merci, Madame la greffière. Et nous continuons toujours sur le registre des vérifications. Monsieur Guichero, avez-vous bien compris les chefs d'accusation portés contre vous? Je vous prie de vous lever. S'il vous plaît, une seconde. Voilà. Si, là, on ne vous voit pas correctement et j'ai bien envie de vous faire grâce du fait de vous lever à chaque fois parce qu'il faut que je vous voie. Et donc, si je n'arrive pas à vous voir correctement, je vous proposerai de vous asseoir. Vous entendez? Thank you, Judge. I can... Monsieur Guichero, merci, Madame la juge. Je peux rester debout ou je peux m'asseoir. Mais étant donné que Madame la juge ne peut pas me voir, je peux tout à fait me rasseoir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ça me permet de vous voir correctement. Merci. Et donc, je réitère ma question de tout à l'heure.
Est-ce que vous avez compris les chefs d'accusation portés contre vous? Honorable, Monsieur Guichero, Madame la juge, j'ai bien compris les crimes qui me sont reprochés, les crimes allégués qui me sont reprochés. Je les ai compris. Je vous remercie. Et toujours sur le même registre, je voudrais vérifier si vous avez été bien informé de l'ensemble de vos droits qui vous sont reconnus au titre du statut de Rome, en particulier en son article 67. Est-ce que vous avez été informé de ces droits, Monsieur Guichero? Honorable Lady Judge, Monsieur Guichero, Madame la juge, le 3 novembre, un représentant du greffe m'a informé au sujet de mes droits au titre de l'article 67 et je confirme ainsi maintenant que des explications au sujet de ces droits m'ont été fournies. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, mais nous remplirons le formalisme habituel en vous rappelant certains de ces droits. L'excès de biens ne nuit pas. Donc, vous avez au titre des droits prévus à l'article 67 du statut de Rome, le droit d'être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges levées contre vous dans une langue que vous comprenez et parlez parfaitement. Vous avez donc le droit de disposer de l'assistance gratuite d'un interprète compétent et bénéficier des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'équité. Vous avez le droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que votre culpabilité soit établie au-delà de tout doute raisonnable. Et ce sera à l'accusation qu'incombe la charge de la preuve de votre culpabilité potentielle. Vous avez également le droit de ne pas vous voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge de la réfutation. Monsieur Guichero, vous avez le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de votre défense et de communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de votre choix lorsque vous l'auriez fait. Vous avez aussi le droit d'être présent à votre procès, de vous défendre vous-même comme vous êtes en train de le faire à ce stade préliminaire, droit que vous exercez déjà aujourd'hui, ou de vous faire assister par le défenseur de votre choix par la suite. Vous avez le droit d'être jugé sans retard excessif. Vous avez le droit de garder le silence et de ne pas être forcé de témoigner contre vous-même ou de vous avouer coupable. Vous avez le droit de faire des déclarations dans le cadre de votre défense sans prêter serment. Outre toute autre communication prévue au statut, le procureur doit vous communiquer, dès que cela est possible, les éléments de preuve qui tendent à vous disculper, qui tendent à atténuer votre culpabilité ou qui pourraient entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. Monsieur Guichero, ceci dit, je m'adresse à vous une nouvelle fois. Est-ce que vous avez des observations
à nous formuler sur les conditions de votre remise à la Cour pénale internationale, ainsi que sur les conditions de votre détention au siège de la Cour à La Haye depuis votre arrivée. Je vous demande de ne pas vous lever parce que j'ai toujours envie de vous voir intervenir. Merci. Monsieur Guichero, merci Madame la juge. Alors, eu égard aux conditions de reddition, je souhaite confirmer à l'intention de la Cour que ce fut une reddition volontaire de ma part. Et je me suis dans un premier temps rendu rendu aux autorités néerlandaises le 2 novembre 2020. Cela a été fait de façon absolument volontaire, sans qu'aucune contrainte ne me soit imposée, et je l'ai fait de façon volontaire, Madame la juge. Donc il n'y a pas eu de menace à mon égard, il n'y a pas eu de contrainte. Pour ce qui est des conditions de détention, Madame la juge, je dois vous dire que je suis bien traitée, j'ai été bien traitée, je n'ai aucun grief en ce qui concerne les conditions et je n'ai aucun grief à l'encontre des responsables de la structure où je me trouve. Et les autorités néerlandaises ont été particulièrement, m'ont beaucoup aidée. Donc, je n'ai aucun grief à ce sujet. Et je vous remercie, Madame la juge. Je vous remercie, Monsieur Guichero, pour cette réponse et bonne note en est prise. J'aborderai toujours au titre de vos droits la question liée à une éventuelle demande de mise en liberté provisoire. Et donc, en vertu de l'article 60 du statut de Rome, je dois m'assurer que vous avez été informé de votre droit de formuler une demande de mise en liberté provisoire en attendant d'être jugé. Mais d'ores et déjà, sachez que si vous présentez une telle requête, elle devrait être une requête écrite et le procureur, pour sa part, sera invité à présenter ses observations avant que la Chambre n'avise. Donc, voilà un peu ce que je voudrais vous dire au titre des droits qui sont les vôtres en tant que suspect devant la Cour pénale internationale. Et ceci dit, je voudrais aborder les questions relatives à la procédure de confirmation des charges et à une éventuelle audience de confirmation des dites charges. Et donc, nous sommes maintenant bien convaincus que vous avez été informés des atteintes à l'administration de la justice qui vous sont imputées et des droits que vous reconnaît le statut pour votre défense. Et s'agissant des questions, c'est-à-dire celles liées à la procédure de confirmation des charges à venir et à l'éventuelle audience de confirmation de charges, la règle 121-1 du règlement de procédure et de preuve prévoit que lors de la première comparution, la chambre préliminaire fixe la date à laquelle elle entend tenir son audience de confirmation de charge. Mais ici, je voudrais rappeler la procédure particulière applicable aux affaires portant sur
les atteintes à l'administration de la justice visées à l'article 70 du statut. Et à cet égard, la règle 165-3 du règlement de procédure et de preuve énonce que les affaires relatives à l'article 70 du statut et aux fins de l'article 61, une chambre préliminaire peut trancher toute question sur la base de conclusions écrites et sans tenir d'audience, à moins que l'intérêt de la justice n'exige qu'il en soit autrement. Et là, la Chambre considère pour l'instant qu'au vu de la nature et de l'étendue de cette affaire, la tenue d'une audience de confirmation de charge n'est pas nécessaire. Néanmoins, je voudrais appliquer la logique contenue à la règle 121-1 du règlement de procédure et de preuve qui vise à prévoir un calendrier pour la marche de la procédure, notamment au bénéfice du suspect. C'est pourquoi, dès à présent, je souhaite fixer une date pour le dépôt par le procureur de son document contenant un état détaillé des charges et de l'inventaire des preuves. Vous voulez intervenir à ce stade-ci? Sinon, je vous donnerai la parole par la suite. Donc, après avoir tenu compte, entre autres, de la nécessité de donner aux parties le temps de se préparer, des circonstances particulières liées à la crise sanitaire que nous vivons actuellement, de la nature et de l'étendue de l'affaire toujours, telle que décrite dans le mandat d'arrêt, mais aussi du droit du suspect d'être jugé sans retard excessif, je fixerai la date du dépôt du document contenant un état détaillé des charges ainsi que l'inventaire des preuves sur lesquelles le bureau du procureur entend s'appuyer au 12 février 2021. Et la défense, si elle le souhaite, pourra déposer en vertu de la règle 121-6 du règlement de procédure et de preuve des éléments de preuve ainsi qu'un inventaire de ces éléments de preuve au plus tard le 26 février 2021. Je continue sur la même lancée. La défense, si elle le souhaite, pourra déposer en vertu de... Non, les parties pourront ensuite présenter des conclusions écrites, vice-versa, jusqu'au 15 mars 2021 au plus tard, soit 30 jours après le dépôt du document contenant les charges. Et après cela, le procureur aura jusqu'au 22 mars 2021 pour présenter une conclusion écrite, une réponse aux conclusions écrites de la défense. Et enfin, comme cela devrait se faire de droit, la défense aura jusqu'au 29 mars 2021
pour répondre aux conclusions du procureur. La date du dépôt du document contenant les charges pourra être reportée par la Chambre en fonction de l'évolution de la procédure, soit d'office, soit à la demande du procureur ou à la demande de la défense. La Chambre statuera sur toute demande écrite et motivée présentée à cette fin. Donc, pour le bon déroulement de la procédure, j'estime qu'il est également important de vous demander, monsieur le représentant de la procureure, de déposer des observations sur l'état de progression de votre enquête et sur la divulgation des éléments de preuve et aussi sur les questions relatives à la protection des témoins. Vous devriez déposer ces observations le 18 novembre 2020 au plus tard. Et donc, pour faire d'une pierre plusieurs coups, j'aborderai rapidement la question relative aussi au second suspect au titre du mandat d'arrêt et pour que nous voyions ensemble dans quelle mesure nous pouvons disjoindre ou non les deux procédures relatives au suspect. Et tenant surtout compte du fait que l'un des suspects est devant nous ici et que M. Philippe Kipkoech-Bett est toujours en fuite. Et donc, au terme de l'article 64.5 du statut, il nous est possible d'ordonner la jonction ou la disjonction, selon le cas, des charges portées contre plusieurs accusés. Et donc, c'est pourquoi je souhaiterais recueillir de votre part, de la part des parties, de la part du procureur, mais aussi de la part de M. Guichero, des observations sur la possibilité d'opérer une disjonction des deux affaires. Et à cet égard, je propose que le procureur dépose, s'il le souhaite, ses observations le 20 novembre 2020 au plus tard, même s'il y a quelque chose à dire là-dessus tout de suite. Et la défense, si elle le souhaite, pourra y répondre jusqu'au 26 novembre 2020 au plus tard. J'espère que j'ai été assez claire. Et donc, voilà un peu ce que je voulais dire s'agissant du déroulé de notre audience. J'ai abordé les questions point par point et je voudrais à ce stade-ci, puisque nous sommes à une audience de première comparution, il n'y avait pas grand-chose à dire, mais il fallait s'assurer de ce que certaines formalités ont été remplies, que certaines vérifications ont été bien faites et que nous avons une projection pour la suite de la procédure. Mais avant de lever l'audience, si monsieur le procureur, monsieur le représentant de la procureure, vous avez quelque chose à nous dire, nous sommes tout oui et nous pourrons aussi donner la parole à monsieur Guichero à la fin. Thank you very much, Your Honor. Merci beaucoup, Madame la juge. Merci de me donner l'occasion de prendre la parole ici devant la Cour. Il y a plusieurs questions que je voudrais aborder avec vous. Et pour commencer, il y a une question que je voudrais aborder peut-être plus par un excès de prudence qu'autre chose en présence de la Chambre et du suspect, M. Guichero. Il s'agit
d'une écriture qui a été présentée par le Bureau du Conseil public pour la défense, l'OPCD, un peu plus tôt dans la journée, et qui remettait en question la validité de la Cour ici présente et du juge unique. Alors, je sais que c'est une écriture qui a été écartée par la division préliminaire parce que celle-ci avait été déposée devant la mauvaise autorité, mais on n'a pas encore abordé la question sur le fond. Alors, si cette demande devait être à nouveau déposée, le procureur répondra sur le fond. Mais encore une fois, si les allégations du Bureau du Conseil public pour la défense sont exactes, ça aura évidemment beaucoup de conséquences sur la validité de la procédure actuelle. Dans ces circonstances, le procureur pense qu'il serait souhaitable que cela soit abordé en présence du suspect, qu'il soit invité à présenter des écritures ou en tous les cas confirmer qu'il préfère être cité ici devant cette chambre-ci plutôt que d'attendre un report devant une autre chambre qui devrait être à nouveau constituée. Nous, en tant que procureur, nous disons qu'il est habituel qu'une première comparution se fasse devant un juge unique et que, en somme, cela n'influence pas les droits du suspect puisque le juge unique a été désigné par la chambre préliminaire et à laquelle l'affaire avait été donnée. Par contre, si on devait reporter ce genre d'audience, eh bien, cela ne ferait que prolonger la détention préventive du suspect et à la lumière de ce que nous avons poursuivi, cela irait en sens contraire à ses propres droits et ses propres intérêts. Alors, je vous demanderai, Madame la juge, de demander au suspect s'il est d'accord que la Chambre poursuive ici et s'il se soumettra aux décisions qui seraient prises pour poursuivre. Et avant de vous rendre la parole, j'ai aussi quelques commentaires à faire sur la représentation juridique ainsi que la liberté conditionnelle ou intérimaire. Mais je pourrais peut-être demander que nous passions en audience à huis clos parce que je devrais faire référence à des écritures qui furent soumises à titre confidentiel. Merci. Has Mr. Steinberg handed over the floor to me? Puisque M. Steinberg m'a donné la parole et m'a posé une question par rapport à son premier commentaire. Monsieur Guichero, je vous donnerai la parole, ne vous en faites pas. Je vous donnerai la parole, ne vous en faites pas. Je voudrais juste répondre rapidement au représentant du procureur pour dire que comme il l'a si bien expliqué tout au début de son intervention, la première question soulevée par lui relève du fond de l'affaire qui nous est soumise ici. Et je crois que pour l'instant, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes à un stade vraiment préliminaire, préalable. Et puis, la décision qui a nommé le juge de la Chambre A est une décision administrative et elle court jusqu'à preuve du contraire. Ou bien jusqu'à nouvel ordre. Et donc, je lui donnerai la parole le moment venu, mais voilà. Et comme vous avez dit aussi que
et vous voudriez montrer des choses à huis clos, c'est-à-dire vous voudriez que nous allions à huis clos. C'est sur quelle question, s'il vous plaît? C'est sur quelle question? Not immediately, Your Honor. Ah, ok. Ce n'est pas maintenant tout de suite, mais un peu plus tard. Un peu plus tard, pas à cette audience-ci, n'est-ce pas? Pas à cette audience-ci. Je vous remercie. No. Donc, si vous n'avez plus rien à dire, je voudrais demander à M. Guichero s'il a des observations à faire pour que nous puissions clôturer cette audience. Honorable Judge, I have comments to make. Madame la juge, vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends. Ok. Oui, je vous entends. Donc j'ai des observations à faire. Oui, je vous entends. I have comments to make. J'ai en effet des commentaires à faire. Judge, you have touched on the issue of the Vous avez confirmation of hearing. abordé la question de l'audience de confirmation des charges et les chefs d'inculpation, d'ailleurs, me furent lus à haute voix. And I wish this to go on record. Je voudrais d'ailleurs que ce soit consigné par écrit. Je voulais vous dire, Under Article 65, je n'ai pas l'intention d'accepter les charges sous l'article 65. clarity. Et afin que les choses soient claires, il y a une chose que je voudrais déclarer. That the allegations read out to me Telles que celles-ci donc me furent lues. allegations read out to me are not true. Les présumées accusations qui ont été lues ne sont pas vraies, ne sont pas correctes. En fait, il y en avait 6, elles sont toutes erronées. Honorable Judge, that is why I think you have given us a timetable for confirmation. Et vous nous avez d'ailleurs donné un calendrier de confirmation et je suis tout à fait satisfait. Is in order. Je suis tout à fait d'accord avec ce calendrier. S'agissant de la libération provisoire, comme l'a dit Monsieur Steinberg, qui souhaiterait passer à huis clos partiel là-dessus, donc je parlerai plus tard. Et s'agissant Continue. The pre-trial chamber should continue handling de la question de savoir si votre chambre doit continuer à gérer cette question, et ce, malgré l'opposition qui a été mise, moi je suis tout à fait d'accord que la chambre poursuive, d'autant qu'il y a déjà une décision qui a été prise par le tribunal préliminaire en confiant cette affaire à cette chambre-ci. Et donc, je pense qu'en l'état, il est tout à fait normal que la procédure se poursuive dans cette chambre-ci. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame la Présidente. Il s'agit ici d'une question administrative. Et cette chambre est tout à fait autorisée à poursuivre. Voilà, en tous les cas, pour l'heure, les commentaires que je voulais faire. Et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Thank you, Your Honor. Merci, Monsieur Guichero. Nous prenons bonne note de vos observations. I apologize for interrupting, Your Honor. Madame la Présidente, je suis absolument navrée de vous avoir interrompu. Je vais prendre les autres questions que je voulais discuter ici. Je voulais rapidement faire des observations sur la représentation légale. Certes, Monsieur Guichero a tout à fait le droit de se représenter lui-même. Mais j'ai pu voir dans certaines écritures auprès du greffe que M. Guichero a déclaré « Je pourrais revoir ma position lors de comparutions à venir ». Fin de citation. Alors, le procureur est tout à fait d'accord que M. Guichero est un éminent juriste dans sa juridiction, mais nous sommes tous conscients
que les procédures ici devant cette cour sont particulièrement complexes et compliquées, et je ne suis pas convaincue que M. Guichero ait vraiment pu prendre conscience de la taille et de la complexité des affaires ici en chambre préliminaire, en parlant entre autres de tous les outils informatiques, par exemple les écritures qui doivent être déposées, la divulgation d'éléments, etc. Et je ne peux que vous demander, Madame la juge, de conseiller à M. Guichero de désigner un conseil le plus tôt possible, et surtout si celui-ci doit pouvoir répondre au calendrier qui a été décidé ici par cette Chambre. En effet, si tout cela devait traîner, je peux imaginer tous les problèmes logistiques que l'on aurait s'il faut procéder à des divulgations d'éléments alors qu'on se trouve dans un pays qui se trouve à des milliers de kilomètres. Alors, je vous demande, Madame le juge, de conseiller à l'accusé qu'il y va de son intérêt d'être représenté, et peut-être que le procureur demanderait à la Chambre de désigner un conseil s'il ne choisissait pas de le faire lui-même spontanément. Mais ça, c'est quelque chose que nous devrions alors aborder ultérieurement à une autre date. Oui, je vais lui donner la parole. Oui. Merci, monsieur le représentant du procureur. Monsieur Guichero, vous avez bien écouté, vous avez bien suivi les observations de monsieur le représentant du procureur. Qu'est-ce que vous avez à y dire? Vous avez une réponse à apporter à ces observations? Judge, I appreciate Mr. Steinberg's concern. Madame la juge, je suis très touchée par les préoccupations partagées par M. Steinberg quand il s'est adressé à vous. Et c'est vrai que soit je me représente, soit je serai représentée par un conseil. Pour le moment, pour moi, toutes les possibilités sont encore ouvertes à moi. Je me rends bien compte que cela vous inquiète, mais c'est une question que j'aborderai en temps voulu et en temps utile. Merci beaucoup. Monsieur Guichero, c'est ce que j'ai cru comprendre à travers les échanges que nous avons eus. De toutes les façons, la porte du choix d'un conseil vous êtes toujours ouverte, et cela fait partie du principe sacro-saint du droit à un procès équitable. Donc, cette porte-là vous est toujours ouverte. Et je suis aussi d'avis à ce que, face à la complexité des procédures devant la Cour pénale internationale, on puisse vous conseiller de prendre un conseil de votre choix, mais vous avez tout le temps de le faire. Merci. Et donc, nous approchons petit à petit
la fin de cette audience de première comparution. Mais je voudrais quand même, avant que nous ne nous séparions, que s'il y a des observations, monsieur le représentant du procureur, vous pourriez peut-être mettre vos observations sur la question de la compétence du juge de la nomination, enfin du juge unique nommé, et aussi sur les questions liées à la représentation du suspect ou de l'accusé devant la Cour pénale internationale, que vous pourriez peut-être nous produire ces observations-là par écrit. Et ça permettrait aussi, le temps que nous prendrons aussi, permettra à M. Guichero de nous confirmer ou non ces dernières observations, c'est-à-dire celles liées au fait qu'il ne trouve aucun inconvénient à ce que le juge unique se penche sur son cas et que sur la question de la représentation, qu'il aura tout le temps d'y réfléchir et de décider à bonne date. Et donc, voilà ce que je voulais suggérer pour que vraiment nous puissions avancer dans cette procédure. Au regard même du fait que l'accusé, le suspect du moins, à ce stade-ci, le suspect, lui-même, comme il a dit, c'est lui-même qui s'est rendu. Je pense que nous ne gagnerons pas à ce que les choses traînent à son préjudice. As the court pleases, Your Honor. Comme la Cour l'a demandé, je le ferai, et je le ferai le plus rapidement possible. Il y a une autre question que j'aurais voulu aborder avant de passer à la libération intermédiaire ou intérimaire et préventive. J'ai pris bonne note du fait que vous aviez demandé que l'on dépose d'ici le 18 novembre un rapport sur l'état d'avancement des travaux en matière de divulgation. Mais j'aimerais attirer l'attention de la Chambre sur les faits suivants. Avant que l'on puisse procéder à une divulgation en toute sécurité, il y a d'autres questions qui doivent être prises en charge. Et je pense ici à 3 protocoles qui doivent être terminés avant que nous ne commencions à publier. Et donc je peux informer la Chambre que notre premier jeu de documents divulgués sont déjà là et sont prêts à être déposés. Mais il faut avoir ces 3 protocoles. Bon, il y a d'abord le protocole sur le prétoire électronique, qui est un sujet d'actualité. Le procureur pourrait présenter ce protocole aujourd'hui. Le plus versant, c'est le O2, O5, O1, 20-116, annexe 1, et c'est un protocole qui doit être adopté. Et puis, il y a le protocole sur les expurgations qui doit lui aussi être déposé, ainsi que le protocole sur la gestion des informations confidentielles pendant les enquêtes et les contacts entre les parties, les participants et les témoins par les 2 parties. Voilà, ce sont des observations que je voulais faire ici, mais je m'en remets à vous, Madame la juge. Peut-être ne faut-il pas répondre maintenant, mais puis-je vous inviter à passer rapidement à huis clos partiel, parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'aimerais revenir et qui font l'objet de classifications qui ne me permettent pas de les aborder en public. Donc, je voudrais passer à huis clos partiel. Oui, nous pouvons le faire, Madame la greffière. Vous pouvez nous y aider?
We are back in. La greffière d'audience, nous sommes à nouveau en audience publique, Madame la juge. Merci beaucoup, Madame la greffière. Monsieur le représentant de Madame le procureur, je vous donne la parole sur la question liée à la disjonction. Monsieur Steinberg. Merci, Madame la juge. L'accusation prend note du point de vue de la Chambre à ce sujet. L'accusation ou le procureur n'a aucune objection à la disjonction et si l'autre suspect venait à être arrêté, entre-temps, l'accusation aura toujours la possibilité de demander à ce qu'il y ait à nouveau jonction, sous réserve bien entendu du droit de l'accusé à avoir un procès avec célérité. Alors, à moins que la Chambre ne nous en donne des instructions, nous ne voyons pas pourquoi nous ne pourrions pas présenter à cet égard des écritures. Donc, nous pourrons le faire tout à fait. Justement, c'est pour cela que je demandais votre avis et des écritures dans ce sens pourraient nous renforcer dans notre position. Oui. Ainsi que quand je fixais les délais tout à l'heure, vous allez revoir un peu dans vos écritures les délais pour que vous puissiez déposer des observations sur tel ou tel sujet de droit lié à la présence de M. Guichero à la Cour pénale internationale. Et donc, vous pourrez le faire rapidement pour que nous puissions rester dans des délais raisonnables. Donc, Monsieur Guichero, je voudrais vous donner la parole en dernier lieu. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter à vos observations? Monsieur Guichero, j'ai juste une observation à faire au sujet de la dernière question soulevée par Monsieur Steinberg. Je suis du même avis que lui. Nous pouvons tout à fait procéder à la disjonction des instances. Et pour une raison fondamentale, nous ne savons absolument pas quand l'autre accusé procédera à une reddition volontaire. Donc c'est mon point de vue pour le moment. Et je suis également d'accord avec les observations de la Cour. Nous pouvons tout à fait présenter des observations par écrit pour renforcer nos points de vue. Ceci étant dit, je n'ai plus rien d'autre à dire à ce sujet. Je vous remercie infiniment, Monsieur Guichero, et je crois que ceci met fin à notre audience de première comparution dans l'affaire vous concernant. Je voudrais à cette étape-ci dire merci à tous les participants à cette audience, les interprètes, les sténotypistes, les techniciens et autres personnes sans lesquelles cette audience n'aurait pas pu avoir lieu. Et donc, je vous remercie à nouveau. Je vous souhaite aussi très bon courage par ces temps difficiles que nous traversons au titre de la crise sanitaire. Et donc, à cet égard, je dis que l'audience est levée. All rise. Veuillez vous lever.